Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus ce soir. Alors quand cette association que je ne connaissais pas m'a proposé de venir pour simplement animer, coordonner le débat, j'ai été un peu surpris parce que moi, pour ma part, ça faisait des mois que je n'avais plus pensé au Covid, ni au Covid, ni au pass. Tout ça me paraissait très, très anachronique. Très lointain, effacé par l'Ukraine et par les autres difficultés qui font la une de l'actualité. Et simplement, on m'a rappelé, parce que moi je pensais vraiment que tout dans le Covid et dans les mesures liées au Covid était terminé, plus de passe, plus de masques. Et en fait, on m'a rappelé, à juste titre, ce que j'avais un peu oublié, c'est qu'il restait encore un stigmate bien réel du Covid, qui était la non-réintégration des personnels soignants. Et en effet, on peut dire que cette non-réintégration des personnels soignants non vaccinés est très surprenante. Elle est très surprenante pour, à mon avis, plusieurs raisons. Mais une raison, à mon avis capitale, c'est que nous avons maintenant 18 mois de recul sur les vaccins. Et ce qu'on peut dire sur ces vaccins, c'est deux choses. C'est que d'une part, incontestablement, ils sont efficaces chez les personnes à risque pour les protéger des formes graves. C'est-à-dire que chez les personnes à risque, c'est un fait scientifique. C'est-à-dire que... Bon, je termine, mais laissez-moi terminer pour entendre ce qui peut vous intéresser par la suite. Donc, c'est que c'est un fait statistique établi que chez les personnes à risque, le taux de... Et je ne pourrai pas terminer, donc je ne pourrai pas donner ensuite la parole à nos invités. Donc, fait s'effondrer les taux de passage en réanimation et les taux de décès, mais c'est également une autre certitude que le vaccin ne protège absolument pas contre la contamination, que vous soyez vacciné ou non, vous avez tout autant de chances d'être positif, vous avez tout autant de chances de recevoir le virus et vous avez tout autant de chances de le transmettre. Et donc, on nous dit qu'on suspend le personnel médical pour ne pas transmettre le virus aux malades, aux patients à risque, aux personnes hospitalisées à risque, mais le problème très, très surprenant, c'est que justement, il est désormais établi scientifiquement, et les laboratoires qui produisent le vaccin eux-mêmes le disent, c'est que le vaccin ne protège absolument pas contre la transmission. C'est-à-dire qu'un infirmier non vacciné ne transmet pas plus qu'un infirmier vacciné, et que vous pouvez tout à fait... Si demain vous êtes hospitalisé, vous pouvez très bien vous faire refiler le Covid par un infirmier ou un médecin en poste vacciné, et c'est là, aujourd'hui, plus personne ne le conteste. Donc à partir du moment où cette objection-là, du risque de contagion, du risque de transmission, à partir du moment où cette objection saute et où il y a désormais consensus total, y compris de la part des laboratoires, pour dire que le vaccin ne protège pas contre la transmission, et où c'est l'évidence des chiffres, on comprend mal, en effet, cette non-réintégration un peu étrange, qui paraît plus le signe d'un acharnement punitif que d'une volonté rationnelle, scientifique, médicale. Et c'est donc... voilà, vous voyez que la deuxième partie, le codicile, la deuxième partie vous plairait plus. Donc... voilà, donc retenez, si vous le voulez, retenez, moi j'ai dit les deux, mais retenez la deuxième. Donc nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, ce soir, deux élus du peuple. Et je vous rappelle que d'après la Constitution de la Ve République, c'est l'article 3, donc d'après notre Constitution, le seul souverain en France, c'est le peuple. Et donc nous recevons deux représentants du souverain qui est le peuple, donc deux élus, une sénatrice et un député. Donc, à ma gauche, Madame Müller-Bronn, sénatrice
alsacienne du Bas-Rhin, apparentée LR, et qui, en effet, s'engage beaucoup pour la réintégration du personnel soignant suspendu. Et à ma droite, M. Nicolas Dupont-Aignan, qui connaît bien la maison de l'Assemblée nationale, puisqu'il y siège désormais depuis un petit moment, au Palais Bourbon. Ça fait combien de temps, Nicolas, que vous êtes député? Il ne compte plus. Ah, il ne compte plus. Donc, en tout cas, réélu en 2022. Oui. Félicitations. Et donc, député de l'Essonne à l'Assemblée nationale. Donc, nous allons commencer, d'autant plus que je suis très content, donc je vais donner la parole à Madame la sénatrice, je suis très content de recevoir deux élus de la République, puisque je l'écrivais moi-même dans un article dans Marianne au moment de l'instauration du pass sanitaire, en juillet 2021. J'expliquais moi-même à l'époque que je n'étais pas du tout anti-vax, mais anti-pass, farouchement et férocement anti-pass pour des raisons de liberté publique. Et donc, pour ma part, je suis vacciné, que ce soit les vaccins classiques ou le vaccin contre le Covid. J'ai mes 3 doses. Je m'en porte très bien. Je suis très content d'être vacciné. Mais par contre, j'ai toujours, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, milité contre le pass comme une insupportable atteinte aux libertés publiques et comme une menace pour notre modèle de société, comme une importation du modèle chinois de contrôle social. Et j'avais dit qu'en République, nous avions une devise, donc que nos 2 parlementaires connaissent bien, liberté, égalité, fraternité. Or, le pass était une violation de ces 3 principes. Une violation de la liberté, violation de la liberté sanitaire, puisqu'on vous forçait à vous vacciner, de la liberté d'aller et venir, puisqu'on vous imposait toute une série de restrictions, de la liberté de travailler, on le voit là avec les soignants, que c'était également une rupture du principe d'égalité, puisque, on le voit là encore avec les soignants suspendus, on instaure une catégorie, un peu comme les intouchables en Inde, une catégorie de parias. Donc on rompt le principe d'égalité, ici, entre soignants vaccinés et soignants non vaccinés, surtout que, comme je l'ai dit, il n'y a plus aucun argument médical, puisqu'on peut transmettre le Covid en étant vacciné. Et enfin, une rupture du principe de fraternité, puisqu'on brisait la solidarité du corps social. Donc, je me tourne vers vous, Madame la sénatrice, pour entrer dans une question très concrète, très politique. C'est qu'il y a déjà eu des projets de loi, y compris déposés par des députés LR ou apparentés LR, pour la réintégration du personnel soignant suspendu. Jusqu'à maintenant, hélas, alors que nous sommes pourtant en grave pénurie de soignants, eh bien, ces projets n'ont pas abouti. Comment est-ce que vous, qui êtes très engagé sur ce sujet, et qui vivez et voyez les choses de l'intérieur, à la fois en tant que témoin et en tant qu'actrice, comment vous l'expliquez, cet échec jusqu'à maintenant? Permettez-moi de vous remercier dans un premier temps de cette invitation à venir parler avec vous et m'exprimer devant vous. Et donc je rentrerai tout de suite dans le vif du sujet pour vous dire qu'en effet, les sénateurs et les députés qui n'étaient pas en accord avec ces décisions ont vraiment usé de tous les moyens que nous avons pour interpeller lors des questions au gouvernement, lors des questions écrites ou orales, ou en déposant des projets, des propositions de loi, en interpellant aussi les ministres, tout ce qu'il a été possible de faire. Et c'était toujours un échec. Toujours un échec. On constate que le pouvoir exécutif, donc le président de la République et ses ministres et son gouvernement, sont figés. C'est une position autoritaire, puisque toutes les formes légales qu'ils pouvaient utiliser pour passer au-dessus des parlementaires ont été utilisées. Donc,
comment l'expliquer? Je vais vous dire, j'ai du mal à me l'expliquer. J'ai du mal à m'expliquer que des collègues, hein, vous savez, nous sommes quand même très peu nombreux. Je laisserai mon collègue à l'Assemblée nationale l'exprimer, mais au Sénat, vraiment identifié comme engagé contre cette... Donc moi, mon engagement, je répète, hein, je ne suis pas du tout anti-vaccin, chose qu'on a voulu nous mettre une étiquette très vite pour nous décrédibiliser. J'étais maire à l'époque de la crise sanitaire, j'étais présidente d'hôpital, présidente d'EHPAD, donc on était sur le feu, on y était. Et quand on m'a dit, tiens, il y a un vaccin qui va sortir, je me suis dit, bah, tant mieux pour les personnes fragiles, j'ai eu la même... Mais je ne me suis jamais sentie concernée comme quelqu'un qui devait aller se faire vacciner. Et puis, au Sénat, comme ailleurs, tous les parlementaires, nous avons reçu beaucoup de documentation, beaucoup d'écrits qui nous ont nourris. Et c'est en se nourrissant de tout ça que les doutes sont venus, que la censure a nourri mon doute et les décisions autoritaires ont nourri le doute. Nous sommes, je dirais, seulement 3 au Sénat, sur 348 parlementaires, à vraiment nous exprimer. Il y en a peut-être qui le pensent, mais qui ne l'expriment que très peu. Et nous venons de sortir avec ma collègue, donc nous sommes 3, Alain Houpert, un radiologue qui vient d'être condamné par l'Ordre des médecins, Sylviane Noël, qui est sénatrice de Haute-Savoie, et moi-même. Et donc, nous venons de signer avec ma collègue Sylviane Noël à nouveau un courrier que nous avons envoyé à co-signature à tous nos collègues d'une façon transpartisane pour demander la réintroduction des soignants, des pompiers, enfin toutes les professions, parce qu'il y en a plusieurs professions qui sont touchées. Et si vous saviez, les déceptions à chaque fois, et il y a quand même des partis politiques qui sont encore plus contre que d'autres. Moi, je l'ai entendu dans l'hémicycle, des propos très très violents. Donc, c'est très très... Et de gens du secteur médical, bien sûr. Donc, c'est incompréhensible nous représentons, vous l'avez dit, le peuple. Alors les sénateurs, nous sommes élus par les grands électeurs, pas directement comme à l'Assemblée nationale, mais eux-mêmes élus par le peuple. Si vous saviez, en tant que... je vous parle très sincèrement, moi je me déplace, moi je suis quelqu'un de terrain, je me déplace partout, et je suis conseillère d'Alsace, donc je suis conseillère d'un canton, conseillère départementale. Partout où je me rends, des gens viennent vers moi et me disent « Bravo, Madame la sénatrice, bravo Laurence, bravo pour votre courage, bravo pour ce que vous faites ». Partout. Donc il y a vraiment partout des gens qui ne comprennent pas. Mais personne officiellement, aucun de mes collègues, ne vient vous porter et vous aider à faire passer le message. Et nous avons tous des présidents, une hiérarchie, etc., qui nous font des difficultés. On ne peut pas en parler. Mais je crois que c'est la même chose dans vos familles, avec vos amis, vos collègues. Enfin, on a créé une fracture, et ça, c'était évident. Bien sûr, oui, oui. Dans les enfants, etc. Moi, j'ai des collaborateurs dont les enfants sont pompiers, études de médecine, etc. C'est la grosse fracture dans les discussions familiales. Et ça, dès le mois de juillet 2021, moi, j'avais compris que ça allait donner cette situation de fracture et de discrimination et vraiment et la tension que nous vivons au quotidien, c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc on l'a partout. Ce que vous vivez chez vous, on le vit dans nos hémicycles. Et donc on n'ose pas vous parler, on n'ose pas, vous êtes un peu mis de côté, etc. Voilà, donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais voilà le constat. C'est déjà très intéressant, même le fait que vous ne puissiez pas expliquer pourquoi est déjà en lui-même révélateur. Donc je pense que c'est très, très intéressant. Et maintenant, je me tourne vers vous, monsieur le député, Nicolas Dupont-Aignan. Donc, pour faire quand même un retour global, c'est que nous sommes aujourd'hui en France dans une situation extrêmement grave. Par exemple, je vais prendre 2 exemples, les soignants et les pompiers. Les soignants, nous avons une pénurie de soignants. Nous avions déjà cette pénurie au moment du Covid, en mars 2020. Cette pénurie, que tout le monde a pu constater sur le moment, s'est encore aggravée. Démissions, difficultés de recrutement, suspension de certains soignants pour cause de non-vaccination Covid. Donc, ça s'est encore aggravé.
comme je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que ça me paraît fondamental, il n'y a aucun argument médical puisque le vaccin n'empêche pas la transmission. Or, alors que nous sommes en pénurie, vous avez toujours depuis 1 an et demi, des soignants suspendus. De même, on l'a vu cet été, dans le cas des pompiers, un métier quand même héroïque. Bon, on m'a toujours appris à avoir du respect, de l'admiration pour les pompiers. Cet été, situation d'urgence, feu de forêt, les manques de pompiers, et pourtant les pompiers non vaccinés, les pompiers n'ont pas été, que ce soit pompiers professionnels ou pompiers volontaires, n'ont pas été mobilisés, ils ont continué d'être tenus à l'écart, alors que, cette extinction de feu avait lieu en plein air, donc de toute façon aucun risque de transmission. Quand vous êtes en plein air dans la forêt à 20 mètres de l'autre pompier le plus proche, ça paraît quand même assez absurde. Deuxièmement, on l'a déjà dit 3 fois, ça n'empêche pas la transmission. Et troisièmement, l'ultime paradoxe, on a fait appel dans le cadre de la collaboration européenne à des pompiers étrangers, par exemple roumains, qui eux n'étaient pas soumis à l'obligation vaccinale, ce qui au début avait été passé sous silence, mais ça a finalement été révélé, qui n'étaient pas soumis à l'obligation vaccinale et dont certains n'étaient pas vaccinés. Et donc on faisait venir des pompiers roumains non vaccinés, mais parce qu'on avait mis à l'écart des pompiers français non vaccinés. Donc une situation vraiment ubuesque, l'absurdité. Et donc, pour faire face à cette situation, vous avez vu que, par exemple, la NUPES milite pour une solution qui ménagerait un peu la chèvre et le chou, et qui serait de réintégrer les soignants ou les pompiers, mais avec ce qu'ils appellent un protocole sanitaire strict, drastique, avec un test antigénique par jour, avec un test, et je lui donne la parole, avec un test antigénique. Et donc j'aimerais savoir, vous, cher Nicolas, qui êtes à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie, un peu la stratégie des petits pas, ou alors au contraire, est-ce que c'est une erreur de procéder ainsi en voulant, disons, des conditions? J'ai plusieurs remarques à faire. Je vais répondre là-dessus. Ça, d'abord, cette proposition de loi, moi, est ridicule parce que... Vous la voteriez? Mais elle n'a aucun sens, pour une raison très simple. C'est qu'un vacciné peut transmettre pareil. Donc à ce moment-là, on fait faire un test tous les jours à tout le monde. Et on n'en sort plus. Et ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas choisir. En fait, moi j'ai déposé une proposition de loi aussi, on a fait, ma collègue a très bien expliqué. Moi je vais vous dire la raison, elle est très simple. La raison, c'est que le château de cartes s'écroule s'ils reconnaissent l'erreur, la faute originelle, c'est tout. Et les intérêts sont en jeu considérables. Parce que, tout un tas de la chance, vous êtes 3. Moi maintenant je suis seul. Martine Bonner est partie. J'ai Ruffin, qui est bien, qui est courageux, qui a été courageux dans les débats. On était 3 à intervenir, vous avez suivi toutes ces nuits. On était 3, il y avait Martine Bonner, il y avait moi, et il y avait Ruffin de temps en temps. Mais juste une parenthèse, et n'y voyez aucune allusion politique, j'en ai rien à faire dans cette affaire. Ça transcende tous les clivages. Mais il y a toujours cette espèce de culpabilisation réussie, et qui a marqué LFI, que si vous êtes contre cette injection, qui n'a rien d'un vaccin, ce n'est pas un vaccin. Un vaccin, c'est pour 10 ans, il y a des rappels, c'est pas un vaccin. Et donc, si vous êtes contre cette injection, immédiatement, vous êtes contre la science, vous êtes contre le progrès, vous êtes un complotiste, vous êtes un réactionnaire, vous êtes un fasciste, vous êtes tout ce que vous voulez. Bon. Donc, le malentendu est là. Ils ont réussi à culpabiliser toute une hiérarchie. Derrière, il y a des intérêts qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. C'est ça. Et le château de cartes, il est au bord de tomber. Il est au bord de tomber parce que, malgré tout, la vérité l'emporte, petit à petit. Et le système se raidit parce que la vérité est en train de l'emporter. Il se raidit sur plusieurs points, et je veux insister là-dessus. Il se raidit parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les médecins, tous les relais
contre ce système monstrueux, mais c'est monstrueux, c'est très grave, totalitaire, qui est en place. Tous les relais sont ciblés. Les médecins qui prescrivent et qui sauvent des vies sont interdits d'exercer, comme notre collègue sénateur. Tout est fait pour décrédibiliser les soins, parce qu'on devrait quand même soigner les gens, à la base. Et si vous regardez, tous les conseils de l'ordre sont à l'œuvre. Je rends hommage à Véronique Rogès, déléguée nationale, qui a été convoquée comme une malpropre en pleine nuit par le conseil départemental de l'ordre du médecin de l'Oise, où elle a vécu un enfer. Mais c'est pire que l'Inquisition, c'est hallucinant ce qu'elle a vécu. Et ils les prennent les uns après les autres pour les faire craquer. Parce qu'il ne faut pas que les Français sachent qu'on peut soigner le Covid avec de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine ou des médicaments adaptés. Et la problématique est exactement la même aux États-Unis. Je rentre d'un voyage, j'ai été voir 15 jours les sénateurs et les membres du Congrès et les scientifiques résistants là-bas. Ils ont exactement la même problématique. La même problématique sur l'ivermectine, sur l'interdiction dans certains États, sur les médecins, etc., etc. Parce que le jour où la vérité l'emporte sur le fait qu'on peut soigner cette maladie sans passer par cette injection criminelle, eh bien évidemment, tout s'effondre. Et donc, ils cherchent à tenir. Alors, ils ciblent les relais. On ne peut pas soigner, donc, comme on a peur, et que la peur est la motivation de la soumission, eh bien, si on ne peut pas soigner, on a peur. Si on a peur, on est soumis. Si on est soumis, on se prend l'injection et on se tait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point où on a progressé, c'est la grande victoire, c'est l'affaire de la transmission. Sur la transmission qui remet en cause, et vous avez raison, on a gagné parce que je vous rappelle quand même que le 12 juillet 2021, quand Macron ose dire devant tous les Français que le vaccin réduit de 12 fois la transmission, 12 fois. Et c'est ce qui explique que sur tous les autoroutes, sur tous les métros, tous vaccinés, tous protégés. Par cet argument, on a quand même gagné sur la transmission. Mais comment ils font aujourd'hui? Ils font en sorte que les médias ne transmettent pas cette information. Et vous le voyez, même si beaucoup de gens commencent à le comprendre, parce que les gens sont quand même tous tombés malades. Ils sont tous tombés malades avec 4 vaccins, donc il y a un moment quand même. Bon, mais malgré tout, ils essayent de faire oublier cet échec. Et pourquoi il ne faut pas réintégrer les soignants et les indemniser? J'insiste sur l'indemnisation, parce que c'est une souffrance humaine insupportable. Donc, et l'indemnisation, parce que si vous réintégrez et vous indemnisez, ça veut dire que vous actez cette histoire de transmission qu'ils sont en train d'évacuer médiatiquement pour que ça passe, parce qu'ils se disent il y aura peut-être un nouveau variant et on recommencera. Et ils veulent recommencer. Parce que la poule aux odeurs, il n'y a aucune raison de l'arrêter. Et il y a obligatoirement des affaires de corruption derrière, colossales, qu'on ne sait pas et qu'on ne saura peut-être jamais ou qu'on saura. Donc, il s'agit pour eux, face à l'émergence de la vérité, de tout faire pour casser ceux qui portent un message différent. Et vous comprenez dans ces conditions pourquoi, bien évidemment, les parlementaires sont ciblés. Vous n'imaginez pas la campagne de presse qu'il y a eu dans mon département de l'Essonne, dans le Parisien, qui est un journal pro-vaccin à 150%, pro-injection, pour me faire battre. J'ai eu pendant 3 jours, tous les 3 jours, un article à charge. Tous les 3 jours. Mais vous n'imaginez pas. Et il a fallu vraiment que je sois élu depuis longtemps pour résister à la vague. Donc ça veut bien dire que les gens sont ciblés. Les gens sont ciblés, les gens sont culpabilisés. Et nos collègues hésitent. Pourquoi nos collègues hésitent? Moi, je vais être très franc. Vous avez, allez, peut-être 10 à 15, 20% de nos collègues qui sont de notre avis. Je dirais, je ne sais pas ce que tu en penses, 10%, allez, 10, 15%. Mais ceux-là, ils disent, ah ben oui, mais politiquement, on ne peut pas le dire. Ah, pourquoi tu ne peux pas le dire? Ah, parce qu'on va perdre des personnes âgées. Et puis, est-ce que vraiment c'est vrai? Et puis, on va attendre de voir. Voilà. Et donc, on n'est que quelques-uns à oser dire ce qu'on pense. Alors, bien sûr qu'on n'a pas la vérité scientifique parfaite, mais quand même, aujourd'hui, quelqu'un qui lit les publications, qui a un minimum d'analyse, qui écoute, c'est la transmission, mais ça, excusez-moi, moi je l'ai dit dès le 13 juillet, parce que même Delfrécy l'a dit au mois d'août, un mois après Macron. Un mois après que Macron. Oui, c'est-à-dire quand le président de la République l'a dit, c'était déjà contesté. Exactement, ouais. Un mois après, même par Delfrécy. Alors, pour que ce soit Delfrécy, passons. Et aujourd'hui, c'est unanime. Et aujourd'hui, c'est unanime. Le point le plus grave, c'est le deuxième point, et je suis désolé et je ne veux pas polémiquer, après je vous laisse poser vos questions, et je me tais. Mais c'est l'affaire des formes graves.
Parce que moi, j'ai été interpellé dans le métro. Parce que ce que tu dis est très juste, on est interpellé partout parce qu'on est identifié. Je prends le métro un jour pour rentrer de mon siège en pleine campagne présidentielle, et j'ai une petite dame qui arrive vers moi à 22 h et qui me dit « Monsieur Dupont-Aignan, je suis aide-soignante dans l'hôpital X, qui est à proximité de la station. J'ai un service où sur 30 personnes en réanimation, j'en ai 28 qui ont 4 doses, ou 3 doses. 3 doses, parce qu'à l'époque, on devait être à 3 doses, je ne sais pas si on était à la 4e. Donc, j'ai 3 doses, ils sont tous archi-vaccinés, ils sont en train de mourir. On me refuse de leur donner de l'ivermectine, alors que j'en ai sauvé 3 en leur donnant 12 de l'ivermectine. Ils sont en train de crever, ils ont toutes leurs doses. Donc, je vous en supplie, tenez bon et arrêtez de faire croire ou de répéter que pour les plus âgés, les formes très graves, tatati, etc. etc. Et alors, vous allez me dire, c'est un témoignage, ça vaut quoi ce témoignage? Bien évidemment, ce n'est qu'un témoignage. Mais quand vous regardez les statistiques de mortalité, quand vous regardez les effets secondaires, quand vous regardez la non-adaptation, comme l'a très bien dit Maître, de la première injection, quand vous regardez tout ça, et dernier point, j'ai fini, parce que je suis passionné par ça tellement j'enrage de voir ce que je vois, quand vous voyez qu'aujourd'hui, où il y a des nouvelles vagues, et où il y a des gens qui ont des... Parce que je ne fais pas partie de ceux, et je vous mets en garde, de nos amis souvent, qui nient tout Covid. Il n'y a pas de Covid, il n'y a rien, c'est rien. Non, c'est pas vrai. Il y a eu des... Et il y a des gens dans les hôpitaux, et il y a des gens âgés qui ont des infections pulmonaires, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est quand même très bizarre ce qui se passe. Il y a des gens qui meurent dans nos hôpitaux, et je regarde les statistiques, qui sont peut-être grossies, mais qui existent quand même, de l'État. Et alors qu'il y a des gens qui meurent en chiffres parfois plus élevés que les semaines où on nous faisait le pass sanitaire, c'est curieux, le gouvernement ne pousse pas tant que ça aux injections. Il le fait tout en le faisant. Alors il y a des spots débiles où on vous dit si vous avez plus de 80 ans, il faut refaire une dose tous les 3 mois. Et moi j'ai des gens qui arrivent dans les pharmacies de ma circonscription, les pharmaciens me le disaient la semaine dernière, me disant j'ai fait ma 4e dose il y a 3 mois et demi, à la télé j'ai vu qu'il fallait au-dessus de 80 ans faire une plus, est-ce que je peux avoir la 5e avant qu'elle sorte? Et je vous jure que c'est vrai, donc c'est dramatique. Donc à la fois d'un côté il y a de la publicité pour continuer comme si le canard sans tête continuait, mais en même temps il faut être honnête, on n'a pas le sentiment que le président de la République et le ministre de la Santé soient prêts à s'engager publiquement sur l'innocuité des injections et à recommander de rendre obligatoire ces injections de fait en mettant un nouveau pass. Donc ça veut bien dire quand même qu'ils ont peut-être aussi quelques inquiétudes sur la progression des statistiques sur les effets secondaires, sur ces arrêts cardiaques sur les terrains de sport de gamins de 19 ans, d'arbitres de 47, de grands sportifs, sur tout ce qui se passe. Je ne vous dis pas que bien évidemment à chaque fois c'est le vaccin, ou l'injection, j'en suis incapable. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un faisceau d'éléments d'information qui fait que aujourd'hui, on sait que pour la transmission, ça ne sert à rien, et on peut s'interroger, je ne dirai jamais, c'est sûr, mais on peut s'interroger sur le fait que sur les formes graves, ça ne sert pas à grand-chose. Et voilà pourquoi on est dans une cacophonie, moi j'ai bien aimé votre terme, Maître, on est dans une véritable cacophonie, le système est branlant, mais moi je pense, et j'en finis définitivement là-dessus, qu'il prépare le coup d'après, et une poule aux odeurs, on n'a pas envie de la tuer tout de suite, et j'en veux pour preuve, et j'aimerais qu'on vous fassiez une enquête, et c'est un des vrais débats, de la déclaration qui m'a fait frémir dans le dos du G20, de ce week-end, enfin de cette semaine, cette déclaration du G20 qui est en train de mettre en place un pass vaccinal, entre guillemets, mondial, et ça veut bien dire qu'on est dans une accalmie, on est dans un doute, mais que le système pharmaceutique mondial et des chefs d'État bien introduits avec lui ne sont pas prêts de lâcher. Donc on est vraiment, je dirais, au milieu du gué. Voilà. J'ai été trop long, fallait me couper. Non. Je promets de pas me... Vos fans m'auraient lynché. Vos fans m'auraient lynché. Excusez-moi, juste un point. C'est pas une question de fans. Je vous le dis, c'est pas une question de couleur politique. C'est une question de conscience. Vous savez, pour que nous, ma collègue, moi, avec tout ce qu'on a subi, de moqueries, de même pas pouvoir prendre la parole dans un hémicycle sans qu'il y ait des moqueries, de ce qu'a subi Martine Vonner, de honteux, de la manière dont on l'a traité, de la manière dont le sénateur Houpert est
interdit d'exercer au XXIe siècle dans notre pays. Mais On n'oubliera pas Véran, on l'oubliera jamais. mais c'est hallucinant ce qui se passe. C'est au-delà de tout engagement. C'est hallucinant de gravité pour notre pays. Voilà. Donc c'est pas une question de fan club. Il y a des gens qui doivent détester mes idées politiques. Ils sont là, j'en ai rien à foutre. Il y a des gens de tout bord politique. C'est une question de liberté. Non mais de liberté, de vérité, de société. Qu'est-ce qu'on veut comme société, quoi? Et si on bascule, c'est très dur de revenir en arrière. Enfin voilà. Mais je trouve Alors, faut justement, je me tourne vers votre collègue du Sénat. Et justement, vous avez prononcé deux mots-clés, le mot de liberté et également le mot de société. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Moi, et c'est la question que je voulais vous poser, Madame la sénatrice, ce qui m'avait beaucoup interpellé, c'est l'importation, la double importation du modèle chinois. D'une part, en mars 2020, avec le confinement, qui est venu de Chine, qui est une stratégie médicale totalement archaïque, et non conforme d'ailleurs à la tradition française. Donc, le confinement de Chine est venu en Italie, puis d'Italie en France. Donc, première importation du modèle chinois. Deuxième importation, le pass, puisqu'on reprend le modèle du crédit social en Chine. Vous savez qu'en Chine, si par exemple vous critiquez la politique du Parti communiste chinois, vous perdez des points sur votre pass et vous allez avoir des difficultés pour acheter un billet d'avion, inscrire vos enfants dans une bonne école ou également, si vous ne traversez pas la rue, vous perdez des points et donc pour acheter un appartement, ça sera compliqué. En France, moi j'ai eu le sentiment qu'on vivait la même chose et ça m'inquiète parce que je trouve que la Chine totalitaire de Xi Jinping est un pays inquiétant. Vous savez, il y a 2 millions de musulmans ouïghours dans des camps de concentration, la rééducation, les menaces sur Taïwan, la répression ultra-violente à Hong Kong, etc., etc. Et donc, Madame la sénatrice, est-ce que vous avez l'impression qu'avec le pass, et je parle bien du pass, est-ce que vous avez, vous, et également par rapport aux pressions que vous avez pu subir ou vos collègues ont pu subir, l'impression que quelque chose d'inquiétant se met en place concernant les libertés publiques suite à ce pass qui pourrait d'ailleurs être étendu ou appliqué à d'autres domaines que le Covid? Merci pour votre question. Alors, ça a été le début de ces questions que nous avons pu nous poser. Pour moi, je le rappelle, le 12 juillet 2021, c'est le pass qui a mis le feu aux poudres, c'est-à-dire une interdiction de circuler, de travailler, de s'exprimer. Si nous n'avons pas de passe vaccinal, à l'époque c'était le passe sanitaire. C'était en plein congé d'été, les gens avaient déjà réservé leur billet de transport, on sortait d'une période de confinement compliquée, d'angoisse, de la maladie, de mourir, etc. Et hop, on leur remet encore une couche. Donc c'est une façon de procéder qui va apporter la peur, et quand on apporte la peur, eh bien on soumet, et les gens se soumettent. Avec la peur, on peut monter beaucoup de conflits entre les populations. Là, le modèle chinois, d'ailleurs beaucoup de gens, moi je me souviens à l'époque, je disais mais attendez, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'a éveillée à douter? C'est les censures que vous vivez, que nous vivons aussi à l'époque déjà, et les interdictions successives. Donc déjà, la liberté amputée. C'est là où on pouvait se poser la question dans un pays comme le nôtre. Mais alors, il y avait là vraiment un argument choc de tout le monde, c'était « Attends, c'est pas qu'en France, c'est partout comme ça ». Nous vivons, et les restrictions étaient les mêmes dans tous les pays. Donc finalement, c'est que c'est bon, c'est que c'est vrai, c'est que c'est bon pour nous. Et sans aller jusqu'en Chine, les mêmes restrictions, moi je suis à la frontière allemande, on faisait les mêmes, on pouvait plus, je ne vous dis pas ce qui s'est passé aux frontières, moi j'étais maire d'une commune donc avec un pont sur le Rhin, les conflits on voyait remonter des effets d'une autre époque, hein. Donc, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Chine pour sentir que cette liberté, elle était grignotée. Alors, c'était un argument, mais massu. Tout le monde fait comme ça.
Ben alors pourquoi c'est normal qu'en France ça se passe comme ça. Sauf qu'on a bien compris, et moi je suis intervenue donc dans l'hémicycle à ce propos, c'est que derrière Pfizer et tout, il y a aussi McKinsey qui est infiltré dans tous nos gouvernements et qui a donné une feuille de route, un cahier des charges, et en fait on a fait du copier-coller. Et on a fait du copier-coller qui nous a mené de crise en crise. Mais c'est parce que c'est bien venu de quelque part pour que tous les gouvernements, tous les pays appliquent la même chose. L'Italie, dont on parlait, l'Angleterre, enfin l'Espagne, regardez, ça a été partout. Donc la Chine, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous parlez de la Chine, la plupart des Français nous ont dit bah, écoute, non, quand même, on est en France, on va pas en arriver là. C'est trop extrême. Il faut comparer ce qui se passait en Europe. On a parlé tout à l'heure de nos quelques collègues qui sont solidaires de ce que nous pensons. Alors moi, je suis sur Strasbourg, donc c'est la capitale européenne, française, et donc nous avons quand même quelques députés européens. Ils ne sont pas nombreux. Virginie Joron, hein. Je vais quand même les nommer parce que moi, je les rencontre, des femmes, et je salue mon collègue député, parce qu'autrement, nous sommes que des... Très peu d'hommes, hein. Nous sommes quelques femmes, Virginie Joron et Michel Rivasi, et que je rencontre à Strasbourg, et nous sommes obligés de ne pas paraître ensemble, parce qu'on nous décrédibiliserait dans nos propres partis. D'accord? Donc nous sommes obligés de travailler indépendamment, d'être solidaires sur certaines positions. Mais voilà, mais en fait, vous voyez que l'Europe, alors là on parle du G20, dernière nouvelle dont on vient de parler, mais en fait, au Parlement européen, la Commission européenne, tous les signes étaient déjà là. Donc, même si ici on n'a plus de passe vaccinal ou sanitaire, on voit bien que l'Europe avance, qu'il ne s'arrête pas, et malgré la résistance des quelques-uns, je voudrais aussi quand même parler de mon collègue Bellamy, hein, qui s'est exprimé, mais c'est le seul. Donc vous avez des majorités qui l'emportent, et en plus, on l'a dit tout à l'heure, c'est lors d'une campagne électorale où on est à charge. Moi, je n'apparais jamais dans les quotidiens régionaux, jamais, c'est fini. On ne nous donne jamais la parole. C'est toute la presse, tous les médias ils ne sont plus libres d'expression pour des raisons sans doute financières. Mais la finance fait tout. Pourquoi les pharmaciens? Pourquoi les médecins? Pourquoi? En fait, c'est la finance qui fait la peur et la finance. Donc, il n'y a plus finalement que des élus qui peuvent encore s'exprimer librement. Mais ce n'est pas la finance qui va nous empêcher de parler. Mais d'autres, on peut très vite être décrédibilisé, et vous avez vu que tout le monde s'en charge. Mais je veux dire, l'Europe, en Commission européenne et au Parlement européen, il y a quand même des gens qui ont alerté sur ce qui allait arriver au G20. Tous les jours, il y a des décisions à la Commission européenne. On vient de recommander des milliards de doses. On vient d'en jeter des milliards. On en a recommandé. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, on dépense l'argent public. C'est notre argent quand même. Donc, on dépense l'argent public. Après, la question de pourquoi... Nous sommes le dernier pays au monde, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne réintègre pas le personnel suspendu. La Grèce a annoncé pour la fin de l'année. Elle l'a annoncé officiellement. Donc nous sommes encore le dernier pays. L'Italie, c'est fait. Il reste la Grèce. Et la Grèce l'a annoncé. Donc il ne reste que la France, le pays des droits de l'homme. La Hongrie a annoncé aussi. Donc nous resterons, pour le moment, nous sommes les seuls qui n'avons pas d'annonce de fin de cette interdiction de travailler pour des professions. Je vais vous dire, moi, ce qui m'a aussi emmené dans ce doute, c'est que finalement, ce sont les professions de secours, donc les professions qui étaient au front lors des moments les plus graves, qui ont eu cette position de prudence. Et donc, moi, en tant qu'humain normal, je me dis, mais attendez, eux, ils savent de quoi ils parlent, puisque ce sont eux qui ont soigné, ce sont eux qui étaient emballés de sacs poubelles et qui sont allés, on les a laissés. Et les pompiers, la même chose. Quand les pompiers, moi, je les ai reçus, on dit, mais nous, on a vu tellement d'accidents qui sont inexplicables qu'on ne veut pas y aller. Donc,
tout être humain entend la personne compétente. Surtout quand... comment ne pas croire des gens qui sont prêts à renoncer à leur gain, à vos salaires, pour prouver la vérité par rapport à des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur les plateaux télé en racontant ce qu'on veut bien leur faire raconter. Moi, j'ai plutôt tendance à croire ceux qui sont capables de tout bouleverser leur vie, d'aller au bout de leurs convictions. C'est normal pour moi, ça. Et donc, c'est un peu le booster de mon action. C'est-à-dire que moi, comme vous, j'ai à représenter des convictions transpartisanes, mais ce sont des convictions qui se sont nourries de tous les gens que j'ai entendus, de toutes les lectures, de tout ce qui se passe ailleurs. Et on ne peut pas faire autrement que de vous entendre et entendre les pompiers. Et aussi, je voulais quand même dire un mot aussi sur les militaires. Oui. Et on reviendra sur eux, mais eux, c'est même pas un choix, hein, c'est terminé. Et c'était les premiers à devoir subir l'obligation. Sans oublier nos étudiants en santé qui continuent à recevoir les injections. Exactement, donc j'ai eu aussi des courriers, mais désespérés, d'étudiants qui, au bout de 3e année, 4e année de médecine, ont abandonné. Les syndicats étudiants, il y en a quelques-uns qui se sont fait entendre, ils nous ont écrit pour exprimer leur désespoir. Donc tout ça, c'est évident qu'on ne peut pas y rester insensible, et je ne comprends pas. Donc lors de la campagne électorale, le président de la République quand même avait dit que si l'épidémie était en déclin, il reverrait cette obligation vaccinale que vous subissez. Mais bien sûr, ça n'a fait que renforcer mon doute et ma méfiance par rapport à ces discours. Donc les autres, Mélenchon et Marine Le Pen, l'avaient dit avant lui. Donc il s'est aligné, il l'a annoncé. Mais c'était une période de campagne électorale. En avril, tout allait être merveilleux. 2 mois plus tard, on n'avait plus que des crises. Alors, je vous remercie. Attendez, je pose une dernière question à monsieur le député, et ensuite, bien sûr, nous passerons la parole à la salle, car je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire, de colère dont vous voulez nous faire part, de questions à poser à nos deux invités, à nos 2 parlementaires. Donc, justement, je crois, Nicolas Dupont-Aignan, on a beaucoup parlé de l'international. On a dit qu'au commencement, il y avait eu, à part la Suède ou quelques pays, un traitement qui avait été assez similaire dans les différents pays. Mais d'après ce que vous dites, c'est qu'en fait, ensuite, les traitements ont divergé selon les pays et que la France ne s'est pas exactement comportée comme les autres pays. Non, ce que je veux dire, c'est que... Donc il y a eu des contre-exemples à l'étranger. Voilà, c'est que la grande majorité, et ma collègue a tout à fait raison, sur le modèle McKinsey, laboratoire pharmaceutique, McKinsey, autorité politique corrompue, moi je le dis comme je le pense, corrompue par l'esprit ou par autre chose, j'en sais rien, mais c'est lié. Ah, ce n'est pas tout à fait la même chose. Non. Corrompu par l'esprit et corrompu matériellement, c'est très différent. Je ne vois pas comment des gens intelligents, parce que qu'on ne me fasse pas dire... Moi, au début de ma carrière politique, quand j'étais jeune, j'ai cru qu'ils étaient bêtes. Et puis... et donc je me croyais sans doute plus intelligent. Et puis la modestie venant avec l'âge, j'ai compris qu'ils étaient très intelligents et que moi je ne devais pas être plus intelligent qu'eux. Et donc j'ai vu que la différence c'était souvent les convictions, la sincérité, le courage et l'honnêteté. Et que malheureusement, plus on voit ce milieu, plus on découvre des choses. Et alors après on vous traite de complotiste. Parce que bien évidemment je refuse le discours tous pourris, qui souvent est un discours... Et je vous mets en garde, qui finalement renforce la crise de la démocratie et fait plaisir à ces gens-là. Parce qu'à partir du moment où on dit tous pourris, moi le nombre de gens pendant la campagne électorale, puisque j'étais le seul candidat à la présidentielle non vacciné, donc je pensais qu'il y avait quand même un peu plus de 2% des gens qui auraient envie de faire quelque chose. Et le nombre de gens qui après la campagne me disaient « Oh, on était d'accord avec vous. Vous avez voté ? Ah non, on ne va pas voter tous pourris. » Ah, bon. Donc ça c'était une parenthèse. Je reviens sur les pays. Il y a eu quand même quelques exceptions. La Suède, souvenez-vous, quand la Suède refuse le confinement, la manière dont la Suède est traitée dans les médias français, abominable.
que je ne sais plus le nom de l'épidémiologiste, le responsable de la santé en Suède, vous retrouverez son nom, qui a été victime d'un lynchage absolument incroyable, on l'a fait passer pour fou, qui ne protégeait pas la population, qu'il allait y avoir des milliers de morts en Suède, que ce pays était dingue, etc. Si vous regardez le bilan des morts du Covid, tel qu'il apparaît entre la Suède et la France, je crois pas que la plus Suède de morts par habitant en Voilà. Suède qu'en France, Tout à alors fait. qu'aucun confinement. Si vous regardez Madrid, vous avez une femme, d'ailleurs les femmes ont été plus courageuses en général dans ce domaine. Si vous regardez, il y a une femme qui était maire de Madrid ou gouverneur, je ne sais plus comment ça fonctionne, de la région. Elle a bloqué le confinement, elle a évité le confinement à Madrid. Les gens de Madrid ont évité de souffrir beaucoup là-dessus, même si en revanche les Espagnols et les Portugais font, pour moi, un crime en vaccinant les enfants, parce que la vaccination des enfants, pour moi, est abominable. Et les Français ont résisté. Sur les États-Unis, moi j'ai voulu aller voir aux États-Unis, et parce que c'est là aussi où se décident les industries pharmaceutiques. Et ce qui est intéressant, et beaucoup sur Internet, c'est que vous avez un mouvement de résistance très puissant aux États-Unis, des parlementaires un peu plus nombreux que nous, et avec des pouvoirs plus importants que nous, une commission d'enquête au Sénat très importante, et il y a un sénateur que j'ai eu au téléphone pendant que j'y étais, mais il était en réélection, il vient d'être élu heureusement, mais c'était juste, ils ont essayé de lui faire la peau, Johnson, qui est dans l'Illinois, qui a beaucoup joué un rôle dans la commission d'enquête, et ils sont pas loin de démasquer Fauci, et ils sont pas loin, enfin je veux dire, la bataille entre les industries pharmaceutiques, l'administration Biden et des bandes du Congrès américain avec des gros cabinets d'avocats, tout est à une échelle différente que chez nous, est une bataille terrible qui se joue là-bas, qui est vitale pour nous, parce que c'est là où est le pouvoir pharmaceutique. Et si vous regardez ce qu'ont fait la Floride et le Texas, c'est impressionnant, moi je ne l'imaginais pas avant d'y aller, de voir la différence totale entre, par exemple, l'État de New York et la Floride, qui a tout libéralisé, qui a eu une vie normale, et au point que des dizaines de milliers d'Américains ont déménagé. Et il y a plus de différences, et c'est ça qui est impressionnant, entre les États américains qu'entre les États européens. Et la Commission de Bruxelles, et j'en viens à la Commission de Bruxelles, la Commission de Bruxelles a mis en place une dynamique, entre guillemets, mortifère, avec les relais des lobbies, avec McKinsey, avec certains chefs d'État, dont était le chef d'État italien précédent, dont est Macron, qui sont les piliers de ce système avec l'administration Biden, et qui tiennent le système à fond. Et sur l'enquête qui est très importante, le parquet européen a demandé donc le 14 octobre une enquête sur l'acquisition des vaccins. Oui, et quand on voit que Oxfam, c'est pas moi Oxfam, vous savez l'organisation Oxfam, enfin, l'ONG, estime à environ 1 euro le coût de production par dose d'un vaccin qui a été réévalué de 26% à l'été 2021, acheté par des SMS de Mme van der Leyen, sans aucun contrôle, à 19,50 euros. Vous comprenez que quand vous multipliez 18,50 euros par des milliards de doses, la disproportion et la puissance de feu est colossale. C'est colossal ce qui se passe. C'est d'un autre niveau. Voilà. Et donc vous comprenez qu'il ne faut pas que les gens parlent. C'est clair. Et Mme van der Leyen est un élément clé de ce dispositif. Et elle n'est pas élue. Non élue. Non élue. Et je vous renvoie, parce que je fais un peu une fixation sur elle, et je dois le reconnaître, et je vous renvoie à... Mais comme dès que je dis quelque chose, on va dire fake news, complotiste, extrême droite, etc. Je m'appuie sur... Il faut faire du judo. Sur une chronique de France Inter ou de France Info, quand van der Leyen a été nommée commissaire et présidente de la commission, vous avez une très bonne chronique de France Info, pour dire que c'est moi, qui explique comment elle a foutu en l'air le ministère de la Défense avec des lobbies, des cabinets d'intérêt, comment elle a été exfiltrée par Merkel du ministère de la Défense à la veille d'un grand scandale national en Allemagne, Der Spiegel, pour ceux qui parlent allemand, vous allez voir les journaux, c'était du conflit d'intérêts de haut vol.
est quand même là. Et elle est partie Mais elle est à la quand même commission. là. Et maintenant, elle tient la commission. Voilà le grand danger. Donc, vous voyez que... Et Michel Rivasi est exceptionnel, Madame Oui. Joron, etc. Oui. Dernier point que je veux dire, j'ai fini, sur ce que tu disais qui est très juste. Vous pensez que un jour, je sors de l'Assemblée, c'est l'anecdote, une dame vient me voir devant la porte de l'Assemblée, elle me dit « Ah, j'ai bien aimé ce que tu as dit, me tutoie, je suis très gentil. » Et je me dis « Ça doit être une collègue. » Et elle me dit « Je viens d'être élue et tout, c'est vachement sympa, c'est très bien, j'ai adoré ce que tu as fait sur le Covid, etc. » Bon. Et je lui dis « Mais excuse-moi, tu es une nouvelle élue. » Je me dis « C'est du RN. » Et puis elle me dit « Non, non, moi je suis élue LFI, mais j'ai plus le droit de t'applaudir. Parce que comme on a vu que je t'applaudissais, j'ai eu une consigne, j'ai eu un rappel à l'ordre, il ne faut pas applaudir Dupont-Aignan, même sur le Covid, parce qu'on n'a pas le droit. » Et c'est-à-dire que, et je ne suis pas sûr que Michel Rivasi puisse faire... Moi, je rêverais qu'on fasse une tribune, Michel Rivasi, Madame Joron, toi, j'en ai rien à faire. Oui. Et les Français attendent ça. Eh bien, vous n'imaginez pas la Allez. pression qu'il peut y avoir sur les uns ou les autres. Parce que il ne faut pas qu'on nous voit ensemble. Et il y a une disproportion entre la gravité de la situation, parce que c'est le monde de demain, c'est la manière dont on va tenir là, c'est la manière dont on va faire sauter ou pas les verrous qui feront qu'après ça sera irréversible. Ou alors avant 20 ans, je ne sais pas comment. Donc, moi je me dis, là on a une obligation de salut public, quoi. De réunion, de travail, et c'est pour ça que je vous remercie de nous donner la parole ensemble, parce que ça ne sera jamais fait sur une chaîne de télé. Alors, on va donner la parole à la salle pour quelques questions. Est-ce qu'on fait circuler un micro ou Madame, qui je crois lève la main depuis longtemps. Voilà, on va claquer. Merci énormément pour tout ce que vous avez dit. Je voulais des nouvelles de la commission d'enquête enfin la commission tripartite créée en France, commission sénatoriale, dont les résultats devaient être connus en septembre. À ma connaissance, on est en novembre. Tout a été fait pour qu'on n'en connaisse rien sur les effets secondaires du vaccin. Alors, Madame la sénatrice, puisque vous êtes vous-même au Jardin du Luxembourg. C'est pas mal. L'air est pas mauvais. Alors là, il s'agit de vous parler de la commission de l'OPESCT, qui est un office interparlementaire et à qui on donne des missions lorsque... Alors là, ça fait plusieurs fois que moi, je peux le constater. Ça a démarré par un sondage. On appelle ça une pétition ou un sondage en ligne au public pour déclarer les effets secondaires. C'était pour un petit peu sentir, et on s'est rendu compte que la machine s'emballait, qu'il y avait tellement de témoignages et d'interactions qu'on l'a arrêté. Et on a donné ça à l'OPESCT. Et là, moi je suis sénatrice que depuis septembre 2020, donc ce sont des offices qui étaient déjà en place. Et en général, vous avez dans ces commissions souvent des gens de la commission des affaires sociales qui sont là. Et puis, c'est interparlementaire avec des députés. Et ces gens étaient en place. Bien sûr qu'on ne m'a pas demandé à moi, est-ce que vous avez envie de faire partie de cette commission? Surtout pas. Et il est là le problème. C'est que Michel Rivasi, elle a réussi à être dans la commission d'enquête européenne. Et donc, elle peut poser toutes ces questions que vous voyez qu'elle met en ligne. Et elle y va, et elle va loin. Nous, pas possible. Moi, les seules possibilités que j'ai eues, c'est de venir au rendu aux auditions publiques. Elles n'ont pas été publiques. Annulées au dernier moment. Bien sûr, si, il y a eu des rendus publics où la presse était invitée et moi j'ai demandé l'autorisation de pouvoir y assister. Donc j'ai pu assister à certaines, mais il y a tous les gens qui ont été auditionnés, leur témoignage, et c'est là que je rejoins ce que vous confirmez, n'a pas été rendu public. Seulement une partie des auditions. D'autres, on aurait aimé les rendre publics, ne l'ont pas été. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, le rapport, donc, c'est un rapport d'étape. Normalement, il devait y avoir un deuxième définitif.
on n'en parle plus. Il y a eu des élections législatives, donc le président de la commission étant un député, ce n'est plus le même. On relance ça. Voilà. Mais alors, je suis allée en audition publique, moi, pour poser une question très importante d'ailleurs, donc on n'a pas pu... donc il faut pour nous trouver le moyen que notre parole soit autorisée et qu'elle soit entendue. Donc pour moi, la question très importante, et là on ne peut pas l'éviter, c'est la vaccination des enfants. Nous savons qu'environ 22 000 enfants ont été vaccinés avec des doses adultes avant la sortie des doses pédiatriques en décembre 2021. Donc entre mai et décembre 2021, 22 000 enfants, dont 4 500 et quelques enfants de moins de 5 ans, ont été vaccinés avec des doses adultes. Quand je pose cette question, je l'ai posée à plusieurs reprises, on entend... Et on fait comme si on ne l'avait pas entendu. Très bien. De Cholet, qui lui aussi connaît vraiment des problèmes avec sa hiérarchie, l'ordre des médecins, etc., a été très, très courageux. Oui. Et il était à ma droite et il l'a repris. Ça, ce fait-là, il existe. Ça relève du pénal. Mais bien sûr que... Alors, j'ai demandé si cette cohorte d'enfants avait un suivi particulier, parce que quand même, on leur a injecté, alors on pouvait trouver exactement, les médecins qui ont exactement ce qu'on leur a injecté. S'il y avait quand même une surveillance. Mais vous imaginez bien que les médecins qui ont injecté à ces enfants vont pas remonter la pharmacovigilance. Puisque je vous les ai entendus tout à l'heure, maître, dire que finalement, les médecins vont être responsables de l'injection qu'ils ont pu. Donc, on a quand même ce fait. Et ce fait, il était dans la presse, il est prouvé, il est réel. On a vacciné des enfants avec des doses adultes, avant que les doses pédiatriques soient sur le marché, je crois, à partir du 21 décembre 2021. Alors, merci. On va donner la parole à monsieur, je crois. Oui, oui, c'est vous-même. Allô, oui, bonjour. Alors, ça va être très dur pour moi de me limiter à une seule question. Sur les réseaux, on me connaît, enfin, un petit réseau, je m'appelle Grain de Beauté. S'il y a quelqu'un qui fait partie du même, on prendra enfin un verre ensemble. Voilà. Ceci est un message personnel, comme on disait dans les années 40. Alors, j'y viens, madame, j'y viens. Je brûle depuis ce matin de poser la question. C'est, on a entendu parler de soignants, de personnel suspendu convoqués dans les commissariats. Qui ne le savait pas dans la salle? Ceux qui ne le savaient pas, est-ce que vous voulez lever les doigts, les mains? Bon, tout le monde le sait, voilà. Tout le monde le sait ici, quasiment, sauf quelques personnes. Donc j'espère que Marianne couvrira le sujet et j'aimerais savoir si les représentants du peuple ici ont prévu de poser des questions dans la mesure où la procédure le leur permettait, puisque les questions, les miens. Maître Brusa aussi, j'aimerais savoir si vous avez eu des retours là-dessus. Maître David Guyon s'est exprimé. Voilà. Moi, j'ai un témoignage de quelqu'un. C'était pas pour les motifs qui ont été exposés par Maître Guyon. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, on va faire un... Ok, on prend bonne note sur la convocation au commissariat, on va prendre d'autres questions, et puis oui, monsieur répondra en vrac, on va prendre les questions à la suite. Peut-être madame? Oui, madame? Oui, bonjour. Oui. Voilà, je suis une habituée des manifestations de M. Philippot, et je suis handicapée. Depuis 2003, si vous voulez, en fait, même depuis l'enfance, mais disons que ça a été pire. Et donc voilà, j'aimerais vous dire une chose. La relation du malade avec le personnel soignant est très importante. Moi, je sais que j'aimerais donner un témoignage, j'aimerais vous faire la bise à tous, je vous assure. Parce que vous comprendrez que tous les matins, moi, c'était pendant un temps, j'avais les infirmiers, j'avais les médecins, j'avais une relation, comment vous dire, presque de famille. Et
malheureusement, moi je suis très inquiète parce que, en fait, cette politique pandémique a brisé cette relation, ce qui est épouvantable. J'ai vu des infirmiers, des amis avec qui j'avais vraiment partagé, avec qui j'avais des nouvelles des familles et tout. Et d'un seul coup, traités comme des chiens parce que, à cause d'un vaccin qu'elles ne voulaient pas. J'ai vu même des cabinets d'infirmières se chamailler entre elles pour des histoires de vaccins. Alors donc j'aimerais vous dire une chose. Moi j'aimerais pouvoir vous dire à tous merci. Merci d'être ici et de lutter justement, de lutter justement pour qu'il y ait plus d'humanité dans tout ça. J'aimerais dire aux députés et puis aux politiques, écoutez, il est très important ce que vous faites. Moi, je prie pour vous. Je demande vraiment que Dieu vous aide dans cette mission parce que je pense que vous en avez besoin. Et je pense même que toute la France en a besoin. Et en même temps, j'aimerais... j'ai pas de questions particulières, mais j'aimerais vous dire merci. Merci pour ce que vous faites. Voilà. Attendez, on va vous donner le micro après, on va faire passer le micro. Allez-y. 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 Alors, juste une petite question, merci, comme dit Christine, merci à vous pour tout votre travail, merci à tous. Et tout à l'heure, M. Benami, moi je vous aime beaucoup, même si je ne suis pas d'accord avec la première partie de votre discours, mais quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je vous en remercie. Bref, je vous adore. Merci. Merci beaucoup. Parce que là, c'est la jeunesse. C'est les fêtes de l'intelligence. Peut-être plus une question pour Mathieu Brouza, que j'adore aussi. Tout à l'heure, vous n'étiez pas là, M. Benami, mais on a une collègue qui a dit vous avez la chance, vous avez fait 3 doses, vous êtes encore en bonne santé. Je vous souhaite en parfaite santé. Ce n'est pas le cas de beaucoup J'en suis très content. Notamment, une collègue tout à l'heure a parlé de sa collègue décédée après la 2e injection oui, bien sûr. soignante. Donc, qu'en est-il, ma question c'est tout simple, qu'en est-il des plaintes pour empoisonnement? Est-ce qu'on ne peut pas attaquer l'État? C'est tellement grave ce qui se passe, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire quelque chose sur le plan juridique. Sur le plan juridique, sur l'empoisonnement. Merci. Et madame, on va... Voilà. Madame, oui, voilà. Pour que tout le monde puisse vous entendre, et ensuite, madame. J'ai l'impression d'être commissaire-priseur dans une vente aux enchères. La dame avec le pull jaune, adjugée. Bonjour. En fait, je voulais, d'un côté, vous disiez, monsieur Dupont-Aignan, que tout ce système-là de mafia, en gros, mondial, est en train de s'écrouler. De l'autre côté, madame, vous disiez, l'Europe avance dans son schéma, dans son plan. Oui, vous l'avez. Mais en même temps, l'institution de l'Europe avance. Mais il faut faire quand même un distinguo avec tous ces pays en Europe qui se rétractent, qui se commencent à se poser des questions, et qui ne sont peut-être pas prêts à acheter toutes ces doses. Ah bah c'est certain. On peut rassurer, donner notre espoir. On viendra là-dessus. On va revenir. Et madame, enfin, on va d'abord madame et ensuite madame, voilà. Ça va. Suivre l'ordre. Voilà, et ensuite. Voilà. Merci beaucoup. Votre présence est vraiment essentielle et votre combat. Et à cet égard, madame, je rebondis sur ce que vous disiez qui est si important. Comment peut-on organiser? Pouvez-vous organiser tous ensemble avec des représentants de la société, médecins, avocats, enfin tout participant, quel qu'il soit, cette plateforme publique où vous puissiez et où on puisse contrer ce 4e pouvoir, le pouvoir médiatique, qui enferme tout. Oui. Et comment peut-on vous aider et comment peut-on relayer? On le fait chacun à notre niveau, qui est modeste, qui est humble, qui est professionnel aussi quand on se bat pour les autres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus et comment on se rencontre aujourd'hui? On en est très heureux. Comment poursuivre cette rencontre avec vous et cet échange? Merci. Les suites. Les suites. Voilà, droite poursuite, comme on dit. Droite suite. Voilà. Alors, on va donner la parole à madame... oui, avec le pull jaune. Non, c'est un pull moutarde.
Le pull moutarde, exactement. Attention, Exactement. vous avez vu, il connaît les couleurs, c'est incroyable. Ça remonte. C'est moutarde, c'est dans l'air du temps. Voilà, exactement. Ce que voulait dire la dame qui a des lunettes au premier rang, qui vient parler. En fait, je pense que c'est général à l'Europe, mais c'est général, c'est mondial. Je pense j'ai l'impression qu'on se débat comme des petites souris dans un piégé et qu'ils ont réussi à faire peur, ils ont réussi à nous diviser. C'est ça, c'était important. À nous soumettre, à soumettre les gens. Et je pense que c'est beaucoup plus grave qu'on le pense. Et que, en fait, je perds espoir en tant que soignante. Je perds espoir dans la réintégration. Macron ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je suis désolée de casser vos espoirs, mais moi je pense qu'il est assez pervers pour aller jusqu'au bout. Et parce qu'il est gouverné par bien plus fort que lui. Et je pense qu'ils y arriveront. Avec le G20 notamment, ce que j'ai appris. Le pass vaccinal pour voyager, qu'ils veulent instaurer pour vendre leurs doses et injecter leurs doses. Les enfants, je pense que les gens ne sont plus prêts à réagir. Et je me sens vraiment assez désespérée par cette gouvernance mondiale. C'est mondial. C'est très puissant et très malsain. Voilà. Monsieur, ensuite madame. Merci pour donner espoir à la dame au pull moutarde. Pour donner un peu d'espoir. Je pratique des arts martiaux. Voilà, ça arrive. Et toute rigidité, en fait, peut être exploitée. C'est un appui. Il peut créer le basculement. Tout à fait d'accord. Il suffit de mettre suffisamment d'énergie sur ce point pour le faire basculer. Alors, madame, voilà, vous. Oui, bonjour. Oui. Oui, je ne sais pas si c'est une question, mais j'espère. Vous avez parlé, monsieur Dupont-Aignan, du responsable suédois de la vaccination. Oui. Il me semble que c'est le même qui est responsable de la vaccination H1N1, qui a causé des cas de narcolepsie en Suède, et qu'ensuite, c'est les élèves suédois qui m'ont expliqué ça, que ce responsable, je ne sais pas si c'est exactement la même personne, mais ce serait à creuser, ensuite a eu beaucoup de mal à imposer les mesures contre le Covid, enfin contre le confinement, etc., parce qu'il était traumatisé par le fait que... Voilà, donc la narcolepsie est arrivée en Suède et en Angleterre, pas seulement en France, parce qu'apparemment c'est les adjuvants du vaccin, c'est pas le vaccin lui-même, donc on n'a pas eu les mêmes adjuvants en France, et il y a eu des cas plusieurs années après. Donc c'est pareil, il faut rappeler ça pour la question des effets secondaires. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de la temporalité de cette question-là? Parce que les effets secondaires, c'est pas sur 3 mois, c'est pas sur... Ça se trouve, c'est sur 2 ans. 4 ans, 10 ans, voilà. Donc, Je vous ferai un bilan dans 10 ans pour dire si j'ai des effets secondaires. je ne souhaite pas, mais enfin, voilà. Et la deuxième question, il y a des placebos, oui. parce que lors de la crise de H1N1, il y a plein de gens qui ont les des médias n'ont pas suivi. La population française ne s'est pas fait vacciner. Or, aujourd'hui, tout le monde est parti à bloc et les médias ont joué un grand rôle. La question à poser, et je ne pense pas que vous puissiez y répondre, c'est pourquoi ce changement dans le comportement des médias? Mais c'est ça. On peut voir la question à la fin, en fait. Voilà. Alors, merci pour tout. Je ne suis pas du tout de sport politique, mais je vous trouve héroïques tous. Même le journaliste Marianne défend le grave de Mantra, faut pas en... Je ne suis pas journaliste à Marianne. J'écris dans Marianne ou dans le Figaro, mais je ne suis pas journaliste et je ne suis pas salarié de Marianne, même si j'écris régulièrement chez eux. Et ma parole n'implique pas celle d'aucun journal ou d'aucune, que ce soit CNews ou Marianne ou le Figaro. Non, mais vous méritez d'être là, quand même. Vous risquez d'avoir des pressions aussi. Voilà. Non, mais les formes graves, vous montrez les formes graves, comme le faire. Voilà. Et je maintiens. Alors, Alors,
va faire une réponse synthétique chacun. Voilà, D'abord Monsieur Dupont-Aignan et ensuite. Enfin, comme tu veux. Commencez Nicolas et ensuite alors, comme ça, Madame tu la conclus. sénatrice. J'ai plusieurs choses. Par quoi je commence? Sur les... Madame, sur la commission du Sénat, qui est quand même très étouffée, moi j'en suis à ma 3e lettre recommandée, et d'ailleurs je vais te l'envoyer, comme ça tu pourras relayer aussi, pour obtenir le statut vaccinal des personnes décédées, c'est-à-dire pour pouvoir croiser, car le vrai enjeu aujourd'hui, c'est la surmortalité qu'on constate dans tous les pays, et c'est pas la sécheresse seulement, parce qu'en Islande, il y a eu la même... Okay. Voilà. Officiellement, bien sûr, nous n'avons pas d'éléments, pas plus que vous, hein, c'est certain. Donc, si vous êtes dans le milieu, vous avez certainement aussi autour de vous des gens qui l'ont été. Moi, j'ai été, on me l'a confirmé, en effet. Ensuite, il y a différentes choses. Concernant, il faut vous dire que, d'abord, moi, je ne me sens pas du tout en danger, normalement, et nous ne sommes pas des militants. Il faut faire la différence entre un militant et un parlementaire. Ça veut dire qu'on ne parle pas tous les jours de ça. Donc, on n'a que 24 heures. Il y a beaucoup d'autres sujets au Parlement. Parlement. Il y a beaucoup d'autres sujets, et que le gouvernement, finalement, moi, je ne sais pas, j'ai cette impression, a un malin plaisir depuis quelque temps, moi, depuis que je suis, à nous mettre des sujets dans l'urgence. On ne fait que travailler dans l'urgence. Je dois vous dire que nous avons des conditions de travail dégradées. Alors, ça ne se voit pas quand on est au palais du Luxembourg. Hein. On peut se dire, vous avez vu les photos, ce qu'on met, c'est comme si... Mais non, on nous met les sujets, on les connaît 2 jours avant, on nous les met de nuit, et on a un temps limité pour les travailler. Donc, et tous les sujets, c'est très vrai, actuellement, nous sont présentés comme ça. Je vous donne le dernier, c'est l'accélération des énergies renouvelables. Comme si c'était un sujet qu'on devait, dans l'urgence, traiter dans l'urgence. On a eu 2 nuits, 2 jours. Justement, c'est accéléré. Oui, mais vous voyez, donc on ne peut pas non plus, en tant que parlementaire, être complètement sur le sujet tous les jours. Nous sommes obligés d'intervenir sur d'autres sujets qui aussi valorisent notre travail, nous en avons besoin, et nous sommes aussi à l'écoute de tous les sujets de la société. C'est ça qu'il faut bien se dire. Mais c'est quand même un grand scandale sanitaire. Ah ben ça c'est pas, je sais pas, mais bien sûr, mais c'est pas nous que vous devez convaincre. Il y a des gens parmi nos collègues qui ne se sont jamais posé cette question, qui ne sont jamais intervenus, qui n'ont pas fait d'amendements. Nous, on a fait des amendements pour tout ça, qui ont tous été refusés, qui ne sont pas suivis. Pour la réintégration, pour des tas de choses. Donc, mais voilà, pour vous expliquer que se mettre ensemble, on est tous dans des calendriers différents, à des moments différents. Nous sommes en période de budget de la sécurité sociale, donc bien sûr que la santé, et on y est allé, on a recommencé. On essaye de trouver toujours les niches pour pouvoir intervenir et reparler de ce sujet, qui est un sujet grave, vous avez raison, madame. Donc ça, je voulais aussi le préciser, et que la désespérance et l'espérance, eh ben, il y a des jours comme vous, hein, tout à chacun, il y a des jours où on se dit... Eh bien voilà, on a gagné un point, et là, ça va... Et puis il y a des jours, quand on entend qu'au G20, ils ont réussi à voter quand même un pass obligatoire dans le monde entier, on se dit, mais c'est pas possible, Donc, vous avez raison quand vous dites que c'est notre monde de demain qui est en mouvement et qui ne va pas vers la direction que nous souhaitons, qui ne va pas vers les libertés individuelles, qui ne va pas vers la réflexion individuelle et qui ne va pas vers les convictions profondes. Oui, c'est ce monde-là que nous combattons. Par cette crise-là, mais quand on nous parle d'une crise ukrainienne, donc la guerre, quand on nous parle d'une crise énergétique ou une crise nucléaire, mais on nous parle qu'en crise. Et donc ça nous évite, et ça évite aux gens qu'ils aillent au fond de la réflexion. Et ça, c'est organisé. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. C'est organisé. Voilà. Je vais rajouter quelque chose. Ça vous Oui, allez-y, allez-y. Je voudrais vous dire, aujourd'hui, on n'est plus dans une crise sanitaire. On est dans une crise où on veut des boucs émissaires. Voilà. Nous l'avons été aussi. Les non-vaccinés, on en fait partie, certains d'entre nous.
où nous n'avons plus le droit, comment rejoindre nos salles de réunion, rejoindre quand le TGV nous est interdit, lorsqu'on fait des descentes de police dans des voitures où on est 4 et où on nous traite, je vous assure que j'ai cru revivre ce que j'ai vu dans les films d'une autre époque. Ça vous perle de sueur quand même, hein. Et donc, nous sommes vraiment dans un monde de... Et qui sont les incendiaires, là? Qui sont-ils? C'est cela qu'il faut aller chercher. Alors, nous, les parlementaires, comme vous, qui êtes concernés, ben, de toute façon, quand on s'exprime, il y a un a priori, automatiquement. Il y a un a priori. Donc moi, je me dis que c'est quand le peuple, c'est quand on est les plus nombreux qu'on peut être fort. Il faut la force du nombre. Et on ne l'est pas. Mais tant qu'on ne l'aura pas, il faut quand même... Alors, on sent quand même que c'est... Et c'est ça qui nous donne espoir. Mais c'est quand même, regardez tous les événements qui existent quand même à un moment, la force du nombre, et on ne peut plus faire face quand nous sommes plus nombreux. Donc il faut être très nombreux, il faut en parler partout, il faut semer. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui nous donne de l'espoir. Un mot sur la procédure ? Bien sûr. Un mot sur les procédures, parce qu'il y a des procédures en cours. Hein. Il y a une procédure en cours actuellement concernant la plainte contre Macron pour les injures, le fait je vais vous emmerder jusqu'au cou. Elle était enrôlée. Le doyen des juges d'instruction a demandé une note pour parler de l'immunité du président. Nous avons fait cette note avec Bonne-Marion, dans laquelle on a dit que lorsque le président injurie les Français, il n'est pas dans sa fonction présidentielle. Et donc, il a fixé la consignation de 900 €. Et aujourd'hui, la plainte pour injure, à l'application de l'ordre de 1880 concernant l'édit de presse, avec le Parisien, va être instruite. Deuxième plainte, ce ne sont pas des vaccins, c'est une plainte qui a été déposée devant 800 procureurs en France. Et il y a actuellement le procureur de Grasse, de Draguignan, de Saint-Lô, qui ont ouvert des enquêtes préliminaires. Ils ont entendu les plaignants, mais ils ont aussi déjà entendu d'autres personnes pour tenter de comprendre effectivement ces problématiques sur la définition même des vaccins que je vous donnais tout à l'heure. Il y a eu certains procureurs qui ont répondu que c'était une problématique de nature civile, d'autres qui ont répondu avec une lettre type, nous ne donnons pas donné suite, mais il y a des instructions. J'ai accompagné moi-même les plaignants, et notamment au commissaire de Grasse, lors d'une audition de 2 heures par une brigadière. Donc il n'y a pas que des soignants convoqués à la police, il y a aussi des personnes qui portent plainte qui sont convoquées pour réitérer la plainte. Et je vais vous dire, la brigadière connaissait parfaitement la plainte et les éléments complémentaires adressés. Troisième plainte criminelle cette fois, pour tentative d'empoisonnement, et avec tous les délits annexes et connexes, et je vous assure, elle est déposée. Et là aussi, le nouveau doyen de l'instruction de Paris a mis exactement 4 mois et demi pour simplement demander la fiche de paye de la personne qui a déposé. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Nous rédigeons l'acte avec 119, nous travaillons l'acte, et ensuite, il y a une bénévole ou un bénévole qui signe la plainte pour éviter que ce soit réaction 19 ou réaction 19. Donc comme ça, la fixation est faite, et dans le cas de la plainte de Macron, il y a déjà 2700 personnes qui sont parties civiles. Quand l'affaire sera enrôlée ou instruite concernant ce recevoir des vaccins, tout le monde peut intervenir, et ça répond à ce que dit Madame la sénatrice, le nombre est important. Et concernant la plainte criminelle, quand elle sera enrôlée, et pas enrôlée, quand elle sera en cours d'instruction, que le lieu d'instruction sera désigné, toutes les personnes pourront intervenir. Et je termine sur un point. Concernant l'accès aux médias, si je prends la défense du professeur Perron, nous avions organisé, Réaction 19 et d'autres collectifs, associations, un mouvement, et il y avait effectivement beaucoup de monde devant le Conseil de l'ordre. Mais je vous dis une chose qui avait profondément troublé, parce que j'ai vu la greffière, ce sont les 11 200 mails adressés au greffe de la juridiction. Et je peux vous dire autre chose, j'étais présent même à cette audience, je suis l'avocat de Mme Bonner, je l'ai défendu et j'ai plaidé pour elle de nous attendre la décision le 25. Il y avait là aussi beaucoup de monde, mais là, du fait que j'étais l'avocat, je ne pouvais pas mobiliser. Mais le fait qu'au greffe du Conseil de l'ordre, les médecins de Paris, ils aient reçu 11 200 lettres, a fait quand même sentir le poids populaire. Je prends l'accès aux médias. Est-ce que vous avez jamais adressé un email ou un courrier à la com?
en disant comment ça se fait que le pluralisme n'est pas respecté. Eh bien, écoutez, la démocratie directe, ce n'est pas simplement aller au référendum. Elle commence par le vote d'un député, par l'élection des maires, quand ensuite les maires vont élire les sénateurs, mais il s'agit aussi d'utiliser tous les moyens d'expression que nous avons. Or, adresser un courrier à l'ARCOM en lui disant « il faut faire parler les gens, il faut que les gens non vaccinés, il faut que les soignants aient accès », c'est une manière de faire de la démocratie. Et si l'ARCOM voit 1000, 2000 lettres, 3000, 5000, je peux vous dire, ils ne sont pas insensibles. Donc c'est pour cette raison que nous pouvons gagner si nous ne restons pas chez nous. Il faut lever les fesses, aller demander à être réintégré, aller au travail, mettre dos au mur les employeurs, les administrations, et là, on fera bouger les choses. Quand on dit qu'on a perdu, on n'a pas perdu. Il y a, excusez-moi, 16 400 000 Français qui ne se sont pas fait vacciner. C'est le plus beau résultat en Europe. Alors, merci. 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 Calculer. Je termine. 60, ce n'est pas vrai que 84 ou 95% des Français vaccinés, c'est faux. J'ai refait tous les calculs. Les calculs donnent 67% des Français vaccinés en termes, en plus de ce que veut dire schéma vaccinal. Mais maintenant, comme il disait monsieur le député, le schéma vaccinal complet, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus quel est le schéma vaccinal complet. Donc, par conséquent, du fait qu'on a le up and down du fameux spike, automatiquement, si les gens, au bout de 4 ou 5 mois, ne seront pas se faire un booster dans les fesses, tu n'es plus vacciné sur la... Merci. Alors, je sais que j'ai récupéré le micro, donc on va bientôt s'arrêter, mais comme je sais que j'ai beaucoup de tort à vos yeux, parce que je ne suis pas un critique du vaccin, j'ai mes 3 doses et j'en suis très content. Je pense que personne ne tire les ficelles et qu'il y a surtout une vaste incompétence et absolument aucun complot. Je pense pour ma part que personne ne tire les ficelles parce qu'il n'y a pas de ficelles. J'en suis resté à l'idée du jeune Nicolas Dupont-Aignan qui pensait que la classe politique était plutôt médiocre plutôt que redoutable. Moi, j'en suis resté à cette idée. Là, je vais me faire pardonner en donnant le mot de la fin à Nicolas, qui voulait dire quelque chose sur le Mediator. Je voulais juste dire qu'on a tous des moments de désespoir, mais n'oubliez jamais le combat de Madame Frachon, c'est ça, sur le Mediator. N'oubliez jamais ce qui s'est passé sur l'amiante. L'amiante, et qu'à la fin, elle a gagné. Ça a mis combien de temps l'amiante? Mais là, c'est mondial. Hein. Alors là, c'est mondial, mais il y a aussi des combattants mondiaux. Donc, voilà, ça dépend de nous, quoi. Ben, c'est ça la vie aussi, hein. C'est une lutte éternelle. Hein. Voilà, c'est ça, je voulais pas qu'on reparte tous désespérés. Je crois pas. Voilà.